Dimanche 15 décembre 2019, François Bon, professeur de préhistoire à l'Université de Toulouse et directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, présentait à la librairie Ombre Blanche son livre Sapiens à l'œil nu, paru aux éditions du CNRS, illustré par les dessins d'Aurore Caillasse. Bonjour, merci d'être venu en ce dimanche après-midi. C'est assez rare qu'on ait des rencontres le dimanche après-midi à la librairie, mais tant qu'à être ouvert en cette période de pré-fête de fin d'année, on s'est dit que ça pourrait être une belle idée de faire comme ça une présentation d'un livre sur la préhistoire avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la librairie, qui est François Bon, qu'on a l'habitude de voir, notamment ces derniers temps via l'organisation du Festival d'Histoire à venir, et pour toutes ces activités sur la fac de Toulouse. Il s'était absenté pendant quelque temps, le voici revenu, he's back. Je vais le laisser vous présenter son ouvrage. Je crois qu'il a prévu un jeu. Voilà. Merci à vous. Merci François, je te laisse continuer. Merci beaucoup Samuel. Je suis très heureux évidemment d'être invité ici aujourd'hui à vous présenter ce livre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir préféré venir vous mettre dans un sous-sol, enfin non, pas un sous-sol, un rez-de-chaussée sombre plutôt que d'aller profiter du soleil. Mais j'espère que vous en avez profité déjà avant de venir ici. Alors là, effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter un petit livre qui est sorti en mai dernier, qui s'appelle Sapiens à l'œil nu. Et je vous présente un tout petit peu la collection et l'idée du livre, et puis après, on va évidemment rentrer, je l'espère, dans son contenu. Alors cette collection, en fait, Sapiens à l'œil nu, elle vient d'être créée... Enfin non, pas la collection. La collection à l'œil nu, pardon, vient d'être créée à CNRS Éditions. Voilà, donc CNRS Éditions, que vous connaissez beaucoup, la plupart d'entre vous, je suppose, était plutôt habitué jusqu'à récemment à faire des ouvrages, et c'est ce qu'on attend d'eux, des ouvrages académiques. Mais ils ont Blandine Janton, la directrice de CNRS Éditions depuis quelques années déjà, et puis son équipe autour d'elle a voulu développer quelques collections plus tout public. Et moi, c'est précisément le concept qui m'intéresse, c'est que je trouve qu'on a souvent tendance à opposer d'un côté des écrits académiques et des écrits de vulgarisation, dits de vulgarisation. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire quelque chose de tout public, qui puisse intéresser, on l'espère en tout cas, aussi bien des étudiants qu'un public cultivé. Bref, voilà, d'essayer d'avoir une surface très large de public. En tout cas, c'est le pari de cette collection. Et l'autre pari de la collection, et si vous me faites l'honneur de feuilleter le livre, vous me direz si ça marche ou pas, c'est de demander à un auteur donc d'essayer de synthétiser de la façon la plus accessible possible un champ de connaissances, et de confier ensuite les textes à une illustratrice ou un illustrateur. En l'occurrence, moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec une illustratrice, Aurore Caillasse, qui s'empare des textes et qui en fait donc des illustrations à sa guise. Je dois vous dire tout de suite, et parce que je n'ai pas... Moi, j'ai découvert l'illustration au moment des épreuves. Je n'ai pas du tout eu une interaction avec Aurore pendant tout le temps de l'élaboration de ses dessins. Ça, c'était Blandine Janton, la directrice des collections, des CNRS Éditions. Pardon, je suis un peu enrhumé, donc vous voyez, j'ai l'esprit un peu embrouillé. J'en suis désolé. Les sapiens, on a des gros cerveaux. Alors forcément, dès qu'on a un rhume de cerveau, c'est encore pire, quoi. Et donc la directrice de collection, qui est Anne-Rose de Fontaigneux, c'est elle qui a remporté le projet. Et donc c'est elle qui était en relation, en fait, qui servait de go-between entre moi qui écrivais d'un côté et puis Aurore qui dessinait de l'autre. Et moi j'ai découvert les dessins à la fin, et je veux dire que c'est une expérience qu'on a rarement l'occasion de vivre quand on est universitaire. En général, ce qu'on produit n'est pas illustré par un vrai illustrateur ou une illustratrice, malheureusement. On nous demande de produire souvent les illustrations. Certains d'entre nous sont très brillants dans le sujet, d'autres beaucoup moins, c'est mon cas. Donc en général, vous voyez, je ne suis pas très à l'aise quand il s'agit d'illustrer. Parfois, même quand on fait des textes, par exemple, ça vous devez le savoir, dans des magazines, par exemple comme l'Histoire ou Sciences Humaines, soit on nous demande de fournir les illustrations, et on n'est pas très à l'aise en fait pour dire la vérité, parce qu'en plus il faut les fournir avec des droits, et donc on n'a pas toujours les droits d'illustration. Vous doutez que moi dans mes cours, je montre évidemment Lucie, mais je n'ai pas les droits sur les photos de Lucie. J'ai jamais pu la photographier, le squelette de Lucie. Donc c'est pas toujours simple en fait de fournir les droits des photos. Donc souvent on n'est pas très à l'aise sur les illustrations, notamment quand on se tourne vers des supports de diffusion tout public. Là, c'est un grand privilège d'avoir quelqu'un qui s'empare de vos textes et qui fait fructifier, qui fait fructifier son imagination pour voir comment est-ce qu'elle s'empare de ça et en fait quelque chose. Et ce qu'on a aussi fait dans le livre,
c'est qu'on a essayé, là aussi c'est un peu, voilà, c'est un test, d'alterner des parties rédigées par mois. Donc en gros, il y a 7 chapitres qui composent le livre, que j'ai rédigés, des chapitres assez courts à chaque fois. On s'était mis d'accord sur le fait qu'on voulait des chapitres relativement courts, vous voyez, à peu près une dizaine de pages chacun maximum, qui essaient de brosser donc, les connaissances actuelles sur ce brave sapiens préhistorique, et le tout, notamment au début, pour bien camper le décor, entrecoupé par des entretiens qui ont été faits pour plusieurs d'entre eux avec la directrice de collection, Anne-Rose de Fontaigneux, qui jouait le rôle de Candide, bien qu'elle ne le soit pas du tout, parce qu'elle est aussi archéologue. Et un des entretiens, j'ai souhaité aussi qu'il soit fait avec une collègue, Isabelle Crèvecoeur, qui est une spécialiste, une biologiste, elle est anthropologue physique, spécialiste de Sapiens. L'idée étant là que très souvent, autour de cette question de Sapiens, notamment sur la question Sapiens-Néandertal, donc sur laquelle on va sûrement revenir dans notre discussion, on vous présente plein de points de vue différents sur Sapiens-Néandertal, est-ce que c'est la même espèce, pas la même espèce, qu'est-ce qu'on en pense, etc., etc. Et souvent, les livres que on est amené à lire, vous comme moi, présentent un point de vue, évoquent parfois d'autres hypothèses pour dire, mais non, moi, c'est celle-là que je privilégie. Or, objectivement, le champ des hypothèses est immense et c'est très compliqué de se faire une opinion très, très solide sur le sujet, surtout quand on prend les choses soit du point de vue de la culture, c'est mon cas, ou du point de vue de l'anthropologie physique, c'est vraiment de la biologie, et c'est le cas d'Isabelle. Donc là, on a essayé de faire un entretien contradictoire, volontairement contradictoire, on n'est pas tout à fait d'accord, et chacun avance ses arguments, on discute, et je pense que ça fait aussi, c'est une façon d'illustrer le débat scientifique, j'espère sous une forme simple et attrayante. Donc, donc en gros, il y a plusieurs modes de texte là-dedans. Il y a des petits chapitres écrits par moi, des entretiens, le tout s'entrecoupant et j'espère se complétant. Et puis le troisième mode de diffusion, en fait, c'est les illustrations, tout simplement, ce que Aurore a fait, le travail d'illustration qui apporte encore une autre lecture, là, qui lui est propre, très subjective au sens fort du terme, puisque c'était son rôle. Voilà un petit peu comment le livre a été conçu. Donc c'est le premier de cette collection qui s'appelle À l'œil nu. Il y en a un deuxième qui est déjà sorti, dont d'ailleurs il y a un petit flyer de publicité à l'intérieur, qui est sur la Terre. C'est une équipe de géologues, 4 géologues qui ont fait la Terre à l'œil nu, la Terre dans tous ses états, qui je trouve, là j'en parle d'autant plus facilement que moi je ne suis pas du tout impliqué dedans, je le trouve très réussi. Vraiment, il est parfois un petit peu ardu, mais il est vraiment, je pense, en termes de géologie aujourd'hui, sur comment la Terre a-t-elle été fabriquée et toutes les turbulences que la Terre a connues depuis sa formation. C'est un texte très intéressant. Il est paru en septembre. Et le prochain, c'est sur le sommeil. C'est un spécialiste du sommeil qui fait aussi un bilan sur que savons-nous du sommeil des humains, le sommeil en général et celui des humains en particulier. Il y en aura plusieurs aussi qui vont arriver après. Je sais qu'il y en a 5 ou 6 qui sont dans les tuyaux. Pour les archéologues, et je remercie beaucoup certains de mes collègues archéologues, historiens de l'art qui me font l'honneur d'être là aujourd'hui. Il y avait les Gaulois qui va sortir aussi. Voilà, que savons-nous des Gaulois? Enfin bref, à chaque fois, l'idée c'est de confier un texte à un chercheur ou un collectif. Là, la Terre, ils sont 4. Et d'essayer de leur faire une synthèse la plus accessible possible. Le tout, encore une fois, avec cette richesse d'illustration. Voilà le concept de la collection. Alors du coup, comme aujourd'hui vous me faites l'honneur d'être là et Ombre Blanche nous fait l'honneur de nous accueillir, j'ai voulu en fait inverser le processus qu'on a suivi dans le livre, c'est-à-dire que moi, Aurore Calias, l'illustratrice, qui a donc composé toutes les illustrations, y compris bien sûr la page de couverture, elle est partie de mes textes. Là, je veux qu'on fasse l'inverse. En fait, on va partir de ces illustrations et remonter au texte autant que faire se peut. Donc je me suis amusé, elle m'a envoyé une dizaine d'illustrations du livre. Je me suis amusé à les numéroter dans un ordre tout à fait aléatoire, à peu près aléatoire d'ailleurs. Je vais vous demander de me donner un chiffre, on ira à l'illustration et je vous dirai à peu près à quoi ça renvoie dans le livre, le tout dans un grand désordre. Mais le livre est justement conçu pour pouvoir être lu un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est pas un livre linéaire, on part de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. On peut le prendre par un bout, par un autre bout. J'espère que tout finalement finit par faire une œuvre cohérente. Mais en tout cas, voilà, on peut le prendre par plusieurs bouts. Donc si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu, vous me donnez un chiffre entre 2 et 11, et on va aller à l'illustration, et j'essaierai de vous dire comment moi je vis l'illustration qu'elle a faite de mon texte, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que je retrouve de mon texte, et qu'est-ce qu'elle a, à mon avis, inventé de son propre chef, et c'est très bien d'ailleurs. Voilà, je vous passe la parole pour vous donner n'importe quel chiffre au hasard de 2 à 11. 4. Très bien, allons à 4. Hop, c'est là le 4. Alors le 4, qu'est-ce que vous voyez là? C'est pas facile, hein. Là, celui-là n'est pas facile, le 4. D'ailleurs, ça pourrait être Denisova, c'est vrai. Ça pourrait, mais c'est pas tout à fait. Denisova. Alors le 4, en l'occurrence, celui-ci, c'est le chapitre qui est un chapitre 5 qui s'appelle L'ère des bijoux.
Vous voyez, il y a une petite pendeloque là, voilà, qu'on voit qui se... Et en fait, ça va avec une autre illustration qui est encore plus, je trouve, ésotérique, quand on n'a pas lu le texte, hein, qui est l'illustration qui est celle-ci. La 3, en fait, ça va ensemble. Là, dans les deux cas, c'est l'ère des bijoux qui est représentée. Alors là, effectivement, on ne voit pas de bijoux, on voit des choses qui volent, un peu mystérieuses, des espèces d'êtres surnaturels, des pensées. Voilà, et puis là, on a cette image un peu étrange de cet enfant qui regarde le cou de sa mère, peut-on le penser, en tout cas, voilà, et avec une dent, qui est une dent humaine, en l'occurrence, c'est une molaire, hein, perforée autour du cou. Alors, là, ça, c'est un des chapitres. C'est très bien que vous ayez commencé par celui-ci. Il est au milieu du livre, en fait. Là, c'est ce chapitre qui s'appelle l'ère des bijoux, qui traite de quoi? Il traite du fait que, parmi les questionnements, évidemment, qui animent la préhistoire, sur Sapiens, l'un de ces questionnements, c'est en gros, qu'est-ce qui fait le propre de Sapiens, du point de vue comportemental, par rapport aux autres formes humaines plus anciennes, voire contemporaines? À commencer, par exemple, par Néandertal, qui a été longtemps son contemporain, et a fortiori par rapport à nos ancêtres, puisque nous sommes tous des sapiens depuis, on va le dire dans un instant, mais depuis plusieurs milliers d'années, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Quel était le comportement de nos prédécesseurs, les Erectus, et avant eux encore, les Habilis, etc., etc. Et parmi les critères qui sont souvent utilisés pour parler justement des caractéristiques propres à Sapiens, il y a tout ce qu'on range dans l'univers symbolique. Et l'univers symbolique, tel que nous, archéologues, on peut chercher à le matérialiser, en tout cas à le percevoir, c'est pas simple, loin de là. Et parmi les éléments qu'on range sous l'étiquette de l'univers symbolique, il y a les parures corporelles. À quel moment est-ce que l'homme a commencé à parer son corps, à artificialiser son corps sous forme de parures diverses et variées, qui peuvent être des dents animales perforées, voire des dents humaines, ça existe, il y en a très peu en fait, hein, mais il y a quelques sites dans lesquels on a des dents humaines perforées qui sont portées certainement en pendeloque. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être des petites perles en ivoire, ça peut être tout un tas d'objets qui ont été fabriqués par ces populations préhistoriques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on remonte par exemple il y a 100 000 ans, et quand on fouille un site, par exemple en Afrique il y a 100 000 ans, on est à peu près certain que le site, même si on ne trouve pas de fossiles humains, est fait par des sapiens. Parce qu'on sait qu'en Afrique il y a 100 000 ans, globalement, on pense en tout cas aujourd'hui, au vu des traces, qu'il n'y a que des sapiens. En revanche, au même moment, si on fouille un site en Europe, a priori, même si on ne trouve pas de fossiles humains, par comparaison avec tous les autres sites européens qu'on connaît, où on a des fossiles humains, on est certain que c'est des Néandertaliens. Et objectivement, bien malin, quand on étudie les silex, par exemple, quand on étudie les techniques de chasse, quand on étudie plein de choses, bien malin qui peut dire, ça c'est un comportement propre à l'un, différent de l'autre. Objectivement, moi j'ai eu le plaisir de travailler pas mal en Europe, j'ai travaillé pas mal en Afrique aussi. Quand on fouille un site de 100 000 ans en Europe ou en Afrique, si on regarde donc les techniques de chasse, la façon de tailler la pierre, bref, toutes les activités artisanales, autant qu'on puisse employer ce terme d'artisanat pour cette époque, mais je crois qu'on peut le faire, on ne voit pas de différence comportementale claire, loin de là. On a l'impression qu'on a affaire à une même humanité qui pratique en gros les mêmes types de grands registres de savoir-faire pour satisfaire à peu près les mêmes grands besoins. Mais en Afrique, vers 100 000 ans, on voit apparaître les premières parures corporelles claires, sous forme de coquillages perforés, en l'occurrence. Aussi bien dans différentes parties d'Afrique d'ailleurs, aussi bien en Afrique australe, en Afrique du Sud en l'occurrence, qu'en Afrique du Nord, au Maroc par exemple. Et c'est un phénomène comme ça qu'on voit apparaître, disparaître, en tout cas il est très très discontinu. Il y a des sites, hop, à un moment, on va en trouver un petit peu, puis on n'en trouve plus du tout, puis on en retrouve un petit peu. Et puis vers 50 000 ans, on assiste à un phénomène qui est le cœur du livre en fait, qui est le moment vraiment de l'expansion de Sapiens en dehors d'Afrique. En gros, vers 50 000 ans, non pas qu'il n'était pas déjà sorti, on sait qu'on a des sorties d'Afrique, justement vers 100 000 ans, au Proche-Orient par exemple, mais vers 50 000 ans, là on a une expansion de Sapiens considérable, peut-être qu'on en parlera à travers d'autres images plus tard, donc là je ne veux pas spoiler la suite de ce jeu de questions-réponses, mais donc il y a une sortie d'Afrique qui s'opère, et il se trouve que vers 50 000 ans, grosso modo, à la fois en direction de l'Eurasie, puis également au-delà des frontières de l'Eurasie, ça on en parlera peut-être tout à l'heure, et simultanément, on voit des comportements qui changent, et notamment le développement très fort des parures corporelles, qui deviennent un élément très important dans les comportements de ces populations de sapiens.
Et à partir, on va dire, des années moins 40 000, quand on fouille un site préhistorique, on est pratiquement certain de trouver, à un moment donné, enfin, dans beaucoup de cas, de trouver des éléments de parure corporelle. Et a fortiori, quand on a la chance de trouver des sépultures, ce qui est rare, mais on en trouve, bien entendu, pour ces périodes de la fin du Paléolithique, très classiquement, les corps qui ont été inhumés sont des corps parés, avec encore une fois plein de styles de parure. La parure est un langage très complexe et donc il y a plein de langages possibles avec la parure corporelle. En tout cas, les corps sont parés. Et donc ce chapitre, l'ère des bijoux, emprunté pour ceux, voilà, c'est un clin d'œil à Hergé, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Castafiore, qui chante toujours l'ère des bijoux. Bon là c'est une plaisanterie, mais il est plein de facéties ce livre. On a essayé qu'il soit facétieux, voilà, un petit peu, tout en restant sérieux, j'espère. Donc l'ère des bijoux essaie d'explorer le pourquoi du comment de cette parure corporelle. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a eu besoin de se parer le corps? Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement? Et une des idées qui est défendue, c'est que la parure corporelle permet, d'une certaine façon, d'incarner matériellement une idée, un concept, une valeur, une esthétique bien sûr, mais aussi tout un tas d'idées qu'on peut se transmettre des uns aux autres, voire d'une génération à l'autre, sous forme d'une forme d'extracorporalité. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire, mais je veux dire par là que vous voyez le moment que nous sommes en train de passer ensemble, là je suis en train de parler, là c'est ma parole, elle s'envole, hop, et vous allez me parler, tout ça s'envole et il n'en restera rien de matériel de tout cela. En revanche, la parure permet d'incarner un peu comme une forme de relique de la pensée. Voilà. Une parure, c'est une forme de relique de la pensée qui incarne une idée, une valeur, un souvenir, un lien à une croyance. Peut-être une croyance, si on pense qu'il y a des croyances, en tout cas à certaines valeurs, et qui donc on peut transmettre et qui en fait survit à celui qui l'a conçu, survit en fait à la vie humaine tout simplement. Les parures sont des vecteurs, quelque chose qui nous traverse et qui traversent et qui vont au-delà des vies humaines. Et c'est un peu l'image, vous voyez, qui est ici justement. Là. Que voulait dire pour ces populations de se mettre autour du cou la molaire de quelqu'un qu'ils ont peut-être connu, cette relique? Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue symbolique, du point de vue de... Est-ce qu'il y a une part de l'esprit de l'individu à qui appartenait cette dent qui est toujours symboliquement conservée dans la dent en question? En fait, est-ce qu'on a vraiment affaire à des reliques? Voilà, une forme de relique au sens propre du terme. Est-ce que la parure ne participe pas de cela? C'est une des pistes, voilà, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une des pistes qui est suivie dans ce petit chapitre, l'ère des bijoux, et qui se retrouve aussi dans cette idée-là. On va peut-être y venir après, et parce que je vais maintenant vous repasser la parole, mais pour expliquer l'articulation de cette idée, ce chapitre est placé juste après un autre moment très important dont on pourra parler plus si vous le souhaitez, il faut que vous trouviez le bon numéro, qui est la question de l'invention, justement, enfin l'invention. Les traces matérielles qui témoignent d'un rapport à la mort. Voilà, c'est en gros l'invention des sépultures. Et donc là, dans le livre, je me suis intéressé à mettre en vis-à-vis la question du rapport à la mort. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire que prendre conscience de la mort? Autrement dit, est-ce que prendre conscience de la mort, c'est précisément distinguer un peu qu'est-ce qui relève de l'esprit, qu'est-ce qui relève de la matière dans le traitement du corps? Et donc j'ai lié ensuite ces questions de quelques reliques qu'on peut avoir et des parures en général autour de cette question-là. En disant, est-ce que là, il n'y a pas une forme d'extracorporalité incarnée par la parure qui peut justement être un réservoir de l'esprit? C'est ça qui en fait est représenté ici. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit par exemple cet animal qui vole là, voilà, ce cervidé volant, c'est une forme de voilà, c'est joli ce qu'elle a fait d'ailleurs parce que vous voyez, elle a pris le texte, hop, elle a imaginé quelque chose à partir de mon texte où je disais effectivement peut-être qu'en conservant une canine, une incisive de tel ou tel animal qu'ils ont chassé en le mettant autour du cou, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une partie de l'esprit de l'animal chassé qui est conservée par devers soi et qui donc conserve une part de sa présence au monde, alors même qu'on l'a chassé, qu'on l'a tué, qu'on l'a mangé, qu'on l'a découpé, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ce rapport justement au monde animal? Voilà un peu l'illustration de, enfin voilà le sens de ces images telles qu'elles sont retranscrites dans ces dessins qui sont volontairement assez enfantins. Vous voyez, il y avait alors, je ne pense pas qu'elle ait fait exprès. C'est pas tellement le côté enfance de l'humanité pour que serait qu'incarne dans la préhistoire. C'est juste parce que c'est une illustration plutôt enfant, et donc elle a ce style comme ça. Mais il y a quand même beaucoup plus de profondeur dans les dessins que le style un peu naïf ne pourrait, à mon sens, le laisser entendre si on les regarde trop vite, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez me donner un autre numéro et, quitte à, j'espère, en revenant après à certaines des questions qui ont commencé à 9. Alors là, c'est une espèce de carte à jouer. Ça ressemble à une carte à jouer.
Mais qu'est-ce que vous y voyez? Voilà, une lumière, une paroi, absolument. On voit en fait là un personnage, sans doute féminin. Et ça, je dois vous dire, je dis tout de suite d'ailleurs, c'est le fait qu'il soit féminin ou masculin, ça c'est vraiment le choix d'Aurore Calias. Parce que, en fait, il va être question là de l'invention de l'art. On voit effectivement cette personne, cette dame en l'occurrence, en train de graver. En tout cas, on peut imaginer qu'elle est en train de graver ou de peindre, mais peu importe. En tout cas, de faire une représentation sur une paroi. Elle a choisi que cette personne soit une femme. En tout cas, on pense, voilà, il est un peu unisexe, vous voyez, ce personnage. Mais justement, c'est très bien qu'il soit unisexe parce que objectivement, on ne sait pas du tout quel est le genre des artistes préhistoriques. C'est très compliqué à aborder comme sujet. C'est très débattu. Il y a plein d'ailleurs de gens qui se sont penchés là-dessus. On a longtemps plutôt présenté les artistes comme des hommes. Si vous voyez beaucoup de représentations, d'ailleurs, systématiquement, on voit un bonhomme en train de peindre et puis une femme qui lui tient la lampe. Mais on n'en sait rien, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'en sait absolument rien. Il y a même eu des théories plus farfelues encore, je trouve. C'est ceux qui disaient que les fameuses Vénus gravétiennes, vous voyez, qui sont souvent avec des formes assez opulentes, en fait, avaient dû être faites par les femmes eux-mêmes qui se regardaient d'en haut et donc elles voyaient qu'elles avaient des gros seins. Vous voyez, non, enfin, je caricature. Hein. Et là, d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Michel Barbaza, qui connaît beaucoup mieux que moi le sujet. Mais je caricature la pensée de ce collègue, je crois, américain. Mais c'est pour dire, voilà, on peut essayer par tous les bouts de dire c'est plutôt des hommes. En fait, on n'en sait rien. Objectivement, on n'en sait rien. Donc elle a choisi d'en faire un personnage unisexe. Elle a raison, je pense. Voilà, c'est plutôt féminin, mais c'est normal. Voilà, il y a un peu de féminisme qui traverse les dessins d'Aurore Calias et ça me plaît beaucoup. Mais il y a une diagonale. Exactement. Et en fait, ce que ça veut, ce que cette image veut dire, là, on est dans le chapitre qui est, si je dis pas de bêtises, c'est Dessine-moi un mammouth. Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé, ce chapitre. Oui, Dessine-moi un mammouth. Donc ça, en fait, c'est aussi un des chapitres consacrés donc à cette enquête sur qu'est-ce qui fait le propre de Sapiens d'un point de vue spirituel, comportemental, etc. Donc effectivement, il y a la question de l'invention de l'art. Et dans ce chapitre, en fait, on suit deux perspectives. La première perspective, aujourd'hui, c'est très débattu de savoir si vraiment l'art, au sens propre, est le propre de Sapiens ou pas. Parce que c'est vrai qu'on commence à trouver des choses au-delà de 40 000 ans, en Afrique. Voilà, absolument. On annonçait des... Absolument. Donc en ce moment, c'est très très débattu. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Il y a des collègues qui défendent le fait, par exemple, qu'en Espagne, on ait pu trouver des arts qui seraient peut-être des arts très anciens, qui pourraient être le fait de Néandertal, etc. Donc dans ce chapitre, on essaie de poser la question sans y répondre, je vous le dis franchement, mais déjà en distinguant deux choses. Pour les phases antérieures à 40 000 ans, alors j'attends de voir de plus près les datations indonésiennes qui viennent de sortir. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai lu rapidement. Je ne suis pas totalement convaincu par les arguments de datation, mais j'attends de lire de manière plus approfondie les papiers. Donc je ne serai pas capable aujourd'hui de vous dire ce que j'en pense, si tant est que j'en pense quelque chose un jour. Mais donc je laisse ça de côté, et j'en suis désolé, alors que c'est une actualité, mais là je serais impudent en vous disant oui, c'est comme... Non, en fait je n'ai pas assez lu les éléments de datation. Les œuvres sont indéniables. La question de la datation est beaucoup plus complexe. Là, c'est une datation à l'uranium thorium qui suscite beaucoup de discussions chez les scientifiques dans son application. Donc il faut que je me méfie un tout petit peu pour l'instant de la datation de ces œuvres. Donc je les mets un peu de côté. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà de 40 000 ans, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit peut-être en Europe si on admet certaines des dates anciennes, ce qu'on appelle de l'art, c'est très compliqué en fait. Ce qu'on appelle de l'art, ce sont des motifs géométriques. Il n'y a pas de représentation figurative clairement datée au-delà de 40 000 ans. Si on met de côté ce qui vient d'être trouvé en Indonésie, encore une fois, je le mets de côté. Voilà. C'est des motifs géométriques. Ça peut être des croisillons, des points, des bâtonnets, etc. Ça peut être parfois des motifs géométriques assez complexes. Par exemple, on a en Afrique du Sud, là c'est souvent des sapiens qui l'ont fait, entre 80 et 100 000 ans, des œufs d'autruche avec des décors qui peuvent être très subtils, des formes, vraiment des structures géométriques très, très élaborées. Mais ça reste du géométrique. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les premières choses qu'on appelle de l'art dans la préhistoire, c'est pas du tout du figuratif. Et qui s'étale quand même à peu près 60 000 ans, c'est quand même pas rien 60 000 ans, entre les premières formes qu'on appelle de l'art, si tant est qu'on ait raison de le faire, qui sont des formes géométriques, et l'invention de la figure. L'invention de la figure est très tardive en fait. Les premières figures, elles apparaissent pas avant 40 000 ans, et notamment, aussi bien d'ailleurs en Australie qu'en Europe, vers 40 000, autour de 40 000. Et en Europe, on connaît évidemment un des grands chefs-d'œuvre de cette invention de la figure, qui est la grotte Chauvet, par exemple, voilà, qui est un site évidemment majeur attribué, cette fois-ci sans aucun doute, enfin très vraisemblablement en tout cas, aux Sapiens. Donc ça, c'est ce que ce chapitre essaie de pister un peu déjà. Qu'est-ce qu'on appelle de l'art et quelle est la signification du moment où apparaît la figure?
Pourquoi un tel décalage dans le temps, vous voyez, entre des gens qui ont pendant très longtemps peut-être effectivement développé des formes de langage symbolique, mais qui étaient à ce moment-là des langages symboliques basés sur des formes géométriques, et à un moment donné, hop, on invente de la figure. Et donc on essaye dans le chapitre de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire qu'inventer l'art figuratif. Est-ce que c'est pas à ce moment-là beaucoup plus propice encore à des supports de mythes? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des formes de mythologie qui se développent d'autant plus que on les voit adossées à l'invention de la figure? C'est un peu ça qu'on essaie de pister dans le livre, en essayant de montrer que cette phase-là de l'invention de la figure, elle est peut-être tout aussi importante que l'apparition des premiers petits motifs géométriques 60 000 ans plus tôt. Et en tout cas, il faut peut-être disjoindre les deux discussions et se poser la question pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'est un premier axe de réflexion dans le chapitre. Et le deuxième axe de réflexion dans le chapitre, en fait, c'est plutôt celui-ci qui est représenté dans cette image-là de Aurore Calias. C'est de dire que, grosso modo, pour le paléolithique en général et le paléolithique supérieur, autrement dit la fin du paléolithique, celui qui est associé à Sapiens en Europe, c'est comme ça qu'on l'appelle, grosso modo, on a longtemps pensé qu'on avait affaire à des sociétés strictement égalitaires. Parce que classiquement, on considère que les chasseurs-cueilleurs sont volontés des sociétés égalitaires, autrement dit des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de structure politique avec une quelconque forme de division des tâches, autre que peut-être une division sexuelle, même si en fait on n'en sait rien, et qu'il n'y ait pas de forme de hiérarchie, etc., ni de spécialisation des activités. C'est ça qu'on appelle vraiment la société strictement égalitaire, et où tout le monde fait en gros tout. En fait, cette vision-là, elle est de plus en plus discutée en ce moment. On n'arrête pas de... Voilà, il y a c'est même un courant actuel un peu de repenser la question du niveau d'égalité dans la société du politique supérieur. Alors, avec parfois, chez certains auteurs qui travaillent là-dessus, à mon avis, plus ou moins de bonne foi, pour vous dire la vérité. Je pense que c'est parce que c'est un sujet très compliqué, cette question de comment on arrive à toucher l'organisation sociale de ces groupes. Il y a quand même quelques éléments sur lesquels on peut mettre la main. Un de ces éléments sur lesquels on peut mettre la main, c'est que grosso modo, quand on regarde par exemple là aussi des activités artisanales quotidiennes pour eux, tailler du silex, fabriquer des objets en bois de renne ou en ivoire, etc., etc., etc. Bref, toutes les panoplies d'objets, les techniques de chasse, tout ce que vous voulez. Toutes ces activités très importantes pour eux, certainement très investies socialement, économiquement, etc., etc., etc. Objectivement là, on ne voit pas du tout se dégager des spécialistes. On a des gens qui ont plus ou moins des niveaux de compétences, pour la taille du silex par exemple. Tailler le silex quand vous êtes un homme ou une femme du paléolithique supérieur, mettons il y a 20 000 ans, c'est pas simple. C'est des techniques très complexes qui demandent des années et des années d'apprentissage, d'expérience, etc. Et d'ailleurs, on a eu il n'y a pas longtemps, là, même c'était tout simplement il y a 2 jours, une jolie thèse soutenue dans notre université sur ce thème-là, en partie, justement sur les questions de niveau de savoir-faire appliqué à la taille de la pierre par les Aurignaciens. Les Aurignaciens, c'est ceux qui ont peint Chauvet aussi. Et on voit effectivement que dans des sites, on a certainement un gradient de savoir-faire entre des gens qui sont en train d'apprendre, qui sont seulement des enfants, jusqu'à des gens qui atteignent le niveau requis pour vraiment être pleinement maître de l'exercice d'une technique. Et ça prend sûrement assez longtemps. Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il y a une gradation en fait générationnelle. Voilà, ça, je pense qu'on commence à toucher en préhistoire, et c'est très intéressant, une gradation en termes d'âge. On commence à avoir des classes d'âge qui se dessinent à travers justement l'obtention de compétences techniques, par exemple. En revanche, on pense que les adultes ont grosso modo atteint le niveau, vous voyez, qui permet à tout un chacun de tailler le silex ou d'autres activités telles qu'on s'attend à ce qu'ils le fassent. Le seul domaine sur lequel il y a vraiment des discussions très intéressantes, je trouve, ce qu'on essaie de soulever dans ce chapitre, c'est le domaine de l'art, justement. Où là, on se demande si certaines œuvres ne sont pas le fait de spécialistes, au sens de gens vraiment entraînés, éduqués, formés à produire des œuvres et à qui on donne accès aux parois d'ailleurs pour le faire, parce que c'est pas du tout évident que tout un chacun avait droit d'aller dessiner son truc sur la paroi. Il y a beaucoup de travaux sur cette question de spécialistes en préhistoire, sur l'art. Et c'est un peu le seul domaine sur lequel aujourd'hui on peut, peut-être légitimement, en tout cas là je m'appuie sur les travaux de mes collègues pariétalistes, ce qui n'est pas mon cas sur le sujet, mais plusieurs d'entre eux évoquent l'existence de spécialistes, et c'est ce que cette carte à jouer veut montrer. Vous voyez, d'un côté, vous avez en bas une forme il y a un personnage qui est un peu multifonction, vous voyez, qui aussi bien taille du silex, chasse, va chercher la nourriture, etc., etc. Ça, en fait, c'est la même personne en réalité. Et de l'autre côté, il y en a peut-être certains qui, en plus de tout cela, sont dotés des compétences requises pour participer à l'élaboration de l'art. Évidemment, ça nous intéresse beaucoup, cette question-là, parce que l'art, puisque là, ce chapitre est consacré à l'art,
beaucoup des travaux consacrés à l'art se sont portés sur la question du sens. Qu'est-ce que veulent dire ces œuvres? Et d'ailleurs, c'est tout le temps ce qui revient comme question dès qu'on fait une conférence sur l'art. On demande alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc on voit s'égrener les théories depuis, si on les prend dans l'ordre chronologique d'apparition, depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui. On pourrait évoquer évidemment l'art pour l'art, la magie de la chasse ou de la fécondité, l'hypothèse plutôt de la dualité sexuelle et de l'organisation générale du décor, telle que Leroy-Gourhan l'a pensé. Il n'y a pas si longtemps, c'était le chamanisme qui avait le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est plus critiqué. Enfin bon, on voit toujours ces questions autour du sens. Objectivement, peut-être parce que je suis pas pariétaliste, donc je me permets de me dire un peu pariétaliste, c'est les gens spécialistes de l'étude de l'art. Je me tiens un petit peu à distance de ces interprétations. Souvent, elles en disent beaucoup plus en fait sur l'époque où elles ont été émises que sur vraiment la véracité de la certitude qu'on a, que ce soit vraiment ça le sens que eux pouvaient donner à cet art. En revanche, on peut s'interroger sur d'autres choses qui sont plus autour de la sociologie de l'art. C'est en gros par qui est-ce fait, pour qui est-ce fait, est-ce que tout le monde a accès à ces espaces ornés? Donc comment étaient vécues les grottes d'un point de vue de les grottes ornées, du point de vue de leur accès, etc. etc. Ça, c'est aussi des domaines très intéressants, très importants. Et c'est un peu dans ce sens-là que ce chapitre a été réalisé. Alors, est-ce que vous me donnez d'autres réactions à ça ou vous me donnez un autre chiffre? 6. Hop. Pardon. Voilà 6. Alors 6, ça c'est une image. Alors qu'est-ce que... Voilà, on est plutôt dans du quotidien, là, vous voyez. On est plutôt dans des activités quotidiennes, notamment des activités de chasse, de découpe de gibier, de fabrication de huttes, etc. etc. En fait, cette image-là, elle va aussi avec celle-ci. Voilà, elles sont ensemble. Elles sont toutes les deux en fait dans le même chapitre, à peu près le même chapitre, qui s'appelle Portrait au coin du feu. Voilà, ce chapitre Portrait au coin du feu, c'est de voir comment nous, archéologues, on essaye d'arriver en tout cas dans l'intimité d'un campement. Donc en fait, c'est un chapitre qui s'amuse de manière, j'espère, suffisamment précise scientifiquement, mais aussi suffisamment attrayante. Je vous mets dans la peau, je mets le lecteur dans la peau en fait de l'ethnographe qui arriverait sur un campement il y a 80 000 ans. Qu'est-ce qu'il verrait, quoi, voilà, à quoi ressemblerait ce campement, qu'est-ce qu'il verrait. Et en fait, je m'amuse dans la façon de l'écrire à faire un jeu d'ombre chinoise. Et qu'en fait, il y a des choses qu'on voit, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas très bien. Donc le chapitre essaie de faire la part entre les certitudes et les flous. Voilà. Comment est-ce qu'on se représente un campement il y a 80 000 ans? Quels sont les éléments de certitude? Quels sont ceux de flou dans lesquels vraiment on ne sait pas à quoi ça ressemble? Et puis dans le même chapitre, en fait, je fais une comparaison. 80 000 ans, on est en Europe, c'est des Néandertaliens. Et puis je m'amuse à amener le lecteur 50 000 ans plus tard, vers 30 000 ans, cette fois-ci on a des sapiens. Et de la même façon, on le fait rentrer dans le campement. Et qu'est-ce qu'il voit pas, qu'est-ce qu'il comprend pas, et comment à partir des traces archéologiques, on essaye d'avoir différents niveaux de certitude de qu'est-ce qui s'y passe. Par exemple, prenons un exemple très concret de ce que je vous dis là. Quand on fouille un site, qu'est-ce qu'on va trouver? Selon le niveau de conservation du site, admettons qu'il soit bien conservé, on va trouver des vestiges minéraux, des pierres taillées, etc. On va trouver éventuellement des foyers, des traces de feu, etc. S'il est vraiment très bien conservé, mais malheureusement c'est souvent pas le cas, on va trouver aussi des ossements d'animaux. Voilà. S'il est très bien conservé, tout ça est resté à peu près en place. Mais ça, il y en a très peu des sites comme ça. La plupart du temps, évidemment, vous imaginez un campement de chasseurs, ils sont restés 1 mois ou 2 mois quelque part, ils ont fait du feu, ils ont découpé une bestiole, ils ont taillé du silex, ils sont partis. Il y a toutes les raisons du monde pour que là-dessus, il y ait eu des phénomènes naturels qui aient brassé tout ça, détruit les traces. Mais heureusement, parfois, ces traces sont bien conservées. C'est lié à des phénomènes sédimentaires particuliers, ce qu'on raconte un petit peu à un autre moment du livre, hein, pas dans ce chapitre-là qui lui est très narratif, mais il peut y avoir des phénomènes sédimentaires, par exemple, ce qu'on appelle des limons éoliens. Les limons, voilà, vous savez ce que c'est que le limon, et éolien, vous voyez bien même si vous n'avez jamais fait de géologie, vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est des limons transportés par le vent, et évidemment ça peut venir se déposer comme ça sur des sols et fossiliser le sol, de manière à ce que quand on va retrouver ensuite les traces, elles sont assez bien conservées. On a aussi le même phénomène, par exemple, dans certains contextes alluviaux, quand la rivière apporte des limons. Alors évidemment, si c'est un régime torrentiel, je voyais par exemple la Garonne depuis quelques jours, là autant vous dire que ça érode. Hein. Je veux dire que s'il y avait des types installés au bord de la berge, les traces, il y a longtemps qu'elles ont été emportées et qu'elles sont en Gironde. En revanche, dans les plaines d'inondation, vous voyez, quand l'eau monte un peu, ça peut venir déposer des limons et au contraire fossiliser des traces. Donc on peut parfois avoir des traces très bien conservées. On a des campements qui peuvent être très anciens, qui peuvent avoir
10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, plus vieux encore, sur lesquels on a vraiment une disposition des traces. Et c'est de ça dont... En Europe, bien sûr. Oui, je dirais potentiellement partout dans le monde. Faut-il encore les chercher? Faut-il les fouiller? Faut-il qu'on nous donne les moyens de le faire? Parce que c'est très long et très lent comme travail. Mais on peut avoir des sites très bien conservés, y compris, donc là, vous avez compris que je vous parle de sites en plein air. En grotte aussi, on a des sites très intéressants, mais souvent c'est plus compliqué la grotte de ce point de vue-là, parce que les grottes, même si c'est très bien conservé, ils y viennent, ils y reviennent encore, et donc en fait ils finissent par bouleverser un peu les traces, vous voyez, qu'ont laissé leurs prédécesseurs, voire eux-mêmes 2 ans avant, etc. Donc en grotte c'est plus compliqué, vous voyez, de dire tiens voilà j'ai un horizon d'occupation bien précis dans lequel je sais que ce silex-là a été tenu à peu près dans la même main que cet os-là. Vous voyez ce que c'est? En plein air, souvent on peut avoir un campement avec un niveau, tac, et on arrive comme ça à avoir une vision un peu ethnographique, vous voyez. Mais même une fois qu'on a ça, c'est compliqué de se dire, ok, il reste pas, les huttes, elles sont plus là, hein, ça c'est sûr, ça a disparu, les huttes sont pas là, il y a plein de choses qui nous manquent. Comment est-ce qu'on reconstitue ces campements? Et par exemple, là, je m'amuse dans ce texte à dire, voilà, si vous arrivez dans un campement néandertalien à 80 000 ans, qu'est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on ne sait pas si vous voyez des huttes ou pas. Peut-être que vous n'en voyez pas, peut-être qu'ils n'ont pas de protection. Peut-être que le soir, ils se couchent tous ensemble dans un grand duvet, vous voyez, fabriqué en peau de bête, en se terrant les uns contre les autres. Ils se tiennent chaud, même s'il fait froid. Mais il n'y a pas forcément, vous voyez, des huttes au sens propre du terme. Parce qu'on n'a pas tellement de traces de structures, ce qu'on appelle les structures d'habitat. En revanche, là, je suis un peu plus précis, et la photographie que j'essaie d'offrir est plus précise. Quand on est il y a 30 000 ans, là, je suis persuadé que vous arrivez dans le campement, vous voyez des huttes. Et vous avez même des chiens qui viennent japper près de vous. Ça, on commence à le savoir. On peut commencer à dessiner des choses un peu plus précises. Et on a une vision plus fine, en fait, de ce quotidien de ces hommes préhistoriques. Et donc, c'est ce que ces 2 images essaient d'incarner. D'un côté, vraiment, les matériaux dont on part. Voilà, ces vestiges qu'on trouve sur le sol des campements. Et à partir de là, des petites esquisses de reconstitution de telle ou telle activité. À tel endroit, on a découpé un bison de telle façon, avec tel type d'outils. À tel autre, on a taillé du silex de telle façon pour fabriquer tel type d'armes, etc., etc. On a fabriqué ou pas des huttes. Donc voilà un peu ces petites visions humoristiques, là, ethnographiques, qui se veulent un peu ethnographiques. C'est celles qui sont dessinées sous la plume d'Aurore Calias et dessinées sous ma plume à moi, dans ce chapitre « Portrait au coin du feu ». Des questions, des réactions? Vous voulez un autre numéro? Ah, 10. Ben voilà, enfin, là vous comprenez. Hein, il n'y a pas de débat, là on va parler de Néandertal et de Sapiens. Et des amours de Néandertal et de Sapiens. Alors ça, c'est un grand sujet, évidemment. Donc là, elle l'a traité de manière très romantique. C'est mignon, hein, ce monsieur Néandertal et madame Sapiens qui s'embrassent, etc. Voilà, bon. Mais le fait est que le chapitre est consacré à ça. Hein. Enfin, alors de manière moins romantique. Hein. Moi, je suis beaucoup moins romantique que Aurore Calias ne l'est dans ses graphismes. C'est une vraie discussion. Le rapport que les préhistoriens entretiennent avec Néandertal n'a cessé de fluctuer. Vous pouvez prendre des textes au fur et à mesure, depuis à peu près... La préhistoire, c'est pas très vieux non plus comme invention. En gros, on a inventé. Quand je dis inventé, on a identifié l'existence de la préhistoire il y a à peu près 150 ans. Et d'ailleurs, la découverte de l'homme de Néandertal a fait partie de ces moments importants de l'invention, puisque le Néandertal, c'est un des premiers fossiles découverts et identifiés comme préhistoriques en 1856. Donc c'est très tôt. Et d'ailleurs, même la découverte même de ce fossile en dit long sur l'invention de la préhistoire. En fait, c'est un fossile qui est trouvé par des ouvriers qui sont employés dans une carrière en Allemagne. Ils sont en train d'exploiter le calcaire, puis à un moment donné, ils tombent dans une grotte qui était bouchée, et puis en creusant, ils récupèrent des ossements, ils pensent que c'est de l'ours, et ils le confient à un scientifique, un professeur d'histoire naturelle du lycée voisin, qui se rend compte que c'est pas de l'ours, mais il sait pas trop ce que c'est, et il le confie à un autre professeur de sciences naturelles, cette fois-ci de l'université voisine, qui identifie de l'homme, mais un homme quand même assez étrange, voilà, pas un homme auquel il s'attend pas. Et lui, très vite, en fait, il imagine que ça peut être un homme ancien, mais d'autres disent pas du tout, c'est impossible, il n'y a jamais eu d'homme ancien, c'est juste un homme qui a des tares, c'est un débile, quoi. Voilà, il a une drôle de tête, et même certains disent ça doit être un Français. Il y a un texte. Non, mais ne croyez pas que je veux raviver la flamme de la mésentente franco-allemande. Au contraire, je passe mon temps à militer pour que cette affection soit indéfectible. Mais en l'occurrence, là, on est en 1856. Vous savez, l'ambiance n'est pas au top. Hein, donc là, voilà. Pour vous dire que ça, c'est dès le départ. Ça, c'est ce qui se passe en 56. Et après, pendant tout le temps, après, on identifie évidemment que c'est pas un Français. Hein, non, voilà, que c'est pas un ours, que c'est bien un homme préhistorique. Mais après, en permanence, en fait, on a
cessé de l'approcher de nous, de le repousser. Au début du XXe siècle, on avait plutôt une vision où on en faisait une bête sauvage, très archaïque, puis après on l'a plutôt humanisé. Donc on ne cesse de l'approcher ou de l'éloigner de nous. Parce que c'est notre plus proche alter ego. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il est très proche de nous, Sapiens, Néandertal. Il est très proche. C'est un individu qui est contemporain. Il est apparu à peu près il y a 300 000 ans, un petit peu moins, en Europe, au moment où Sapiens apparaît en Afrique. Ils ont le même ancêtre direct, c'est des cousins, par définition. Leur ancêtre direct, c'est Homo erectus, lui-même d'origine africaine, qui est déjà sorti d'Afrique longtemps avant, et qui donc donnera Néandertal en Europe, comme il donnera Sapiens en Afrique. Ils sont très proches à bien des égards. Voilà, les compétences de l'un et de l'autre, il y a beaucoup plus de similitudes que de différences. Par exemple, il y a eu une polémique il y a longtemps déjà qui disait est-ce que Néandertal parle ou pas? Est-ce qu'il a un langage articulé? Et puis il y a déjà bien longtemps, on a trouvé une sépulture, en l'occurrence au Proche-Orient, en l'occurrence dans le nord d'Israël, en Galilée, avec un squelette très bien conservé de Néandertalien, à Kébara en l'occurrence, avec un petit indice morphologique très intéressant, un os hyoïde, le os hyoïde c'est l'os de la langue, de morphologie exactement similaire à Sapiens, qui montre qu'il avait un appareil phonatoire qui avait la même architecture. Donc, aucune raison de penser qu'il n'a pas lui aussi un langage articulé pour prendre cet exemple. Je pourrais les multiplier. On va y venir après. Si vous, j'arrive, je vous promets qu'on y vient. Donc il est très proche de nous, et si vous lisez certains ouvrages récents sur le sujet, tantôt il est vraiment très humanisé, au sens sapiencisé, des fois un peu plus... Bon. Et puis il y a la question de savoir est-ce que c'est la même espèce ou pas. Voilà. Est-ce qu'ils sont... Alors vous connaissez la définition de l'espèce. La définition de l'espèce, elle est simple a priori, c'est l'interfécondité. Sont censés appartenir à la même espèce des individus interféconds. Mais en fait, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formes intermédiaires d'interfécondité. On le sait, par exemple, là c'est l'exemple qu'on prend tout le temps, mais il est utile à prendre. L'âne et le cheval, par exemple. L'âne et le cheval sont de fait interféconds. Ils peuvent se reproduire ensemble. Ils n'aiment pas trop. Il faut les forcer, parce que ça c'est aussi, il y a aussi cette question-là de l'éthologie, pas seulement de la biologie, mais de l'éthologie, du comportement, quoi. Ils n'aiment pas trop, mais si on les force, ils le font. Sauf que leur progéniture est globalement, elle, stérile. Pas tout le temps à 100%, mais globalement stérile. On a des cas aussi qui ont été bien étudiés, qui nous éloignent énormément de notre sujet, qui sont des oiseaux. On connaît par exemple toute une jolie étude sur des petits oiseaux qui sont, je ne sais plus de quelle famille d'oiseaux ils sont, pour vous dire la vérité, c'est des petites bestioles, dans des vallées du Tibet. Et mettons qu'il y a 4 espèces, A, B, C, D. A est interfécond avec B. B est interfécond avec A, on vient de le voir, mais également avec C, ce qui n'était pas le cas de A. C est interfécond avec B, on vient de le voir, mais également avec D, ce qui n'était pas le cas de B, etc. Et donc, complexe, l'interfécondité. C'est pas si simple que ça, loin de là. Jusqu'à, je dirais, si on prend le tableau des années 80-90, la plupart des biologistes, anthropologues physiques, biologistes en général, pensent que c'est pas la même espèce. Voilà, on va dire l'opinion dominante, c'est-à-dire c'est pas la même espèce. C'est une forme voisine, très très proche certes, mais c'est pas la même espèce, ils sont pas interféconds. Et donc, Néandertal a disparu au sens propre du terme. C'est qu'à un moment donné, hop, disparu. Et il se trouve qu'il a disparu à peu près au moment où Sapiens arrive en Europe. Donc là, vous imaginez toutes les hypothèses qu'on peut émettre. Parmi ces hypothèses, évidemment, ce qu'on appelle l'hypothèse du remplacement. En disant, ben voilà, Sapiens arrive, il est plus compétent que Néandertal, peut-être qu'il a une meilleure démographie, c'est possible, qu'il se reproduit plus vite, davantage, meilleure adaptation à l'environnement, etc., etc., etc. J'oublie pas les parures, je vous promets. Une société mieux structurée, mieux articulée, avec mieux de coopération. Et c'est là où les parures arrivent, en disant les parures sont peut-être un symptôme justement de codes sociaux plus élaborés qui seraient propres de Sapiens et voilà, qui auraient expliqué son succès sur Néandertal. Ça, c'est le modèle qui a été beaucoup proposé dans les années 80, 90, 2000, qui reste un modèle défendu par pas mal de collègues. Et puis, c'est aussi le moment, les années 2000, où on a pu commencer à avoir des résultats de paléogénétique. La génétique, ça vous connaissez tous évidemment, et ça fait très longtemps que ça se développe. La paléogénétique, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Je ne suis pas du tout paléogénéticien, je parle par le truchement des discussions que j'ai pu avoir avec des collègues qui pratiquent ces méthodes. C'est évidemment beaucoup plus complexe, il faut arriver à extraire des fragments d'ADN, souvent très mal conservés, et à lire cet ADN. Et donc dans les années 2000, on a commencé à avoir les premiers résultats de paléogénétique faits sur des échantillons néandertaliens.
Et notamment une équipe que vous connaissez sûrement pour ceux qui se sont déjà intéressés au sujet. C'est une équipe qui était basée en Allemagne, à Leipzig. L'équipe de Svante Pääbo, c'est eux qui ont été les plus en pointe, qui le sont toujours, sur cette question de la paléogénétique néandertalienne. Et pas seulement d'ailleurs, mais notamment néandertalienne. Et les premiers articles qu'ils ont commencé à sortir dans la fin des années 2000 étaient plutôt pour dire ok, maintenant on sait, c'est pas la même espèce, pas de problème, c'est pas la même espèce, on est tranquille, il y a trop de différences génétiques, c'est autre chose. Mais à cette époque-là, les premiers articles, ils le faisaient uniquement sur une partie de l'ADN qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Parce que vous savez que dans l'ADN, en fait, il y a deux ADN, en fait, il y a deux systèmes de codage. Il y a la nucléaire et la mitochondriale. Et là où c'est très différent, c'est que la mitochondriale, elle donne des informations uniquement sur les lignées maternelles, la nucléaire sur les deux lignées. Donc c'est très important comme différence. Et donc les premiers travaux disaient plutôt non, ok, sur la base de l'ADN mitochondrial, c'est pas la même chose. Et puis ils ont été plus loin, et ils ont été chercher un os, ils ont trouvé un os particulièrement bien conservé, en l'occurrence dans une grotte en Croatie, à Vindija, qui avait été trouvé il y a longtemps d'ailleurs. Et là, ils ont réussi à extraire un génome à peu près complet de Néandertal, et aussi bien mitochondrial que nucléaire. Et là, patatras, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, parce qu'ils ont comparé ces résultats avec des populations de sapiens actuelles. Alors, pour vous dire la vérité, pour l'instant, je pense que l'échantillon est trop faible. Ils ont pris quelques individus, un ou deux individus originaires d'Afrique, un ou deux individus originaires d'Eurasie, etc. Ils ont comparé, et ils ont trouvé que les populations européennes actuelles avaient quelques traces de gènes que n'ont pas les populations africaines actuelles. Et que quand on compare cette différence, on se rend compte que ce que les Européens ont de différent avec les Africains, ce serait quelques traces néandertaliennes. Comme s'il restait un peu de néandertalien encore, vous voyez, très très dilué, vous voyez, un peu homéopathique. J'ai rien contre l'homéopathie, rassurez-vous. Je me tourne vers ma mère qui est une grande homéopathologue. Donc il reste quelques traces comme ça de gènes qui seraient néandertaliens dans les populations, en l'occurrence où Néandertal vivait il y a très très longtemps et où il a disparu. Donc là, ça a été un retour de balancier complet, de dire bah non, finalement on s'est trompé. Ils se sont mélangés, la preuve. Et donc, il faut plutôt imaginer non pas un remplacement, mais un métissage, et donc une dilution des caractères néandertaliens dans le pool génétique des sapiens. Et c'est ce que cette image essaye de montrer, vous voyez, le fait qu'ils aient pu s'aimer. Voilà. Alors là, l'échange qu'on a avec Isabelle Krefker à l'intérieur du livre essaye d'aller un peu plus loin, parce qu'elle est une spécialiste du sujet. Elle n'est pas paléogénéticienne, mais elle est anthropologue physique, mais elle connaît très très bien tous les travaux de génétique. Et elle me dit, tu sais, faisons attention, aujourd'hui c'est très complexe. Parce qu'on se rend compte que ce qui est conservé, en fait, c'est les fragments qui seraient peut-être conservés de Néandertal montreraient quand même qu'une bonne partie de leur progéniture de l'époque, s'ils se sont mélangés, n'était pas féconde. Donc il a pu y avoir quand même pas mal de voies de garage. Mais ce que dit Isabelle, qui est encore, je trouve, plus important dans ce livre, c'est qu'on a souvent tendance à dire, ok, on a Néandertal qui disparaît, ou en tout cas qui se mélange, puis Sapiens qui reste. Ce qu'elle montre bien, c'est que quand on fait aujourd'hui de la paléogénétique sur les populations de cette époque-là, aussi bien néandertaliens, on vient de le voir, que Sapiens, quand on fait de la paléogénétique sur des fragments de Sapiens des années 25 000, 30 000, 35 000, on se rend compte que beaucoup d'entre eux n'ont pas de descendants aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que l'humanité, elle est passée par plein de goulets d'étranglement et de fins de lignée. En fait, nous sommes aujourd'hui porteurs d'un patrimoine génétique qui est très petit par rapport à toute la diversité qu'il a pu y avoir des lignées, y compris de Sapiens. Elle me dit par exemple, voilà, on a un cas très intéressant. C'est un crâne qui a été trouvé en Roumanie il y a une dizaine d'années, à Oasé. Ce crâne, c'est un crâne de Sapiens. Un Sapiens un peu robuste, il a quand même une structure osseuse très massive, voilà. Donc, d'emblée d'ailleurs, la personne qui l'a étudié au départ a dit ce Sapiens a quand même une drôle de tête, je ne serais pas étonné qu'il soit un peu néandertalien. Mais il faut dire que celui qui avait dit ça était lui-même un des anthropologues qui plaidait le plus pour le métissage. Il était un peu seul dans son camp à cette époque-là, d'ailleurs, il s'appelle Erich Trinkhaus. Et puis là-dessus, ils ont fait de la génétique, et effectivement, ils se sont rendus compte que très certainement, ce Sapiens qui vivait en Roumanie il y a 35 000 ans, il a au moins un arrière-grand-parent néandertalien. Et masculin en l'occurrence, je crois. Donc on dit, très bien, très très belle preuve. Sauf qu'Isabelle me dit oui, sauf que quand on prend son codage génétique du côté de ce qu'il a de Sapiens, ce qui est quand même l'essentiel, c'est une lignée qui n'existe plus aujourd'hui. Il a disparu en fait, lui aussi a disparu. Il y a pas que, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas que Néandertal qui a disparu. Il y a beaucoup de Sapiens qui ont disparu en termes de lignée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça, c'est la première idée. Mais la deuxième idée qu'on défend dans ce chapitre, et qui me paraît, pour moi, en tant que préhistorien, travaillant plutôt sur la culture tout aussi importante, c'est que avec l'homme, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'il peut y avoir des disparitions biologiques, il y en a plein, il y a des lignées qui s'éteignent. En revanche, on peut transmettre tout un tas de choses sur un plan comportemental. Et la transmission comportementale est peut-être tout aussi importante que la transmission biologique. Donc des inventions de Néandertal ont pu passer à Sapiens et qui a pu les reprendre à son compte, les développer, les transmettre. Et donc d'une certaine façon, comportementalement, l'humanité que nous sommes est aussi tributaire et redevable à ce que Néandertal a pu faire il y a très longtemps. Quand bien même, il serait génétiquement très faible en nous. Vous voyez ce que je distingue les deux formes d'héritage. L'héritage biologique, qui est évidemment essentiel, mais aussi l'héritage comportemental. Et c'est ça qu'on s'amuse à faire. On s'amuse à le faire d'ailleurs avec une autre image que je vais coupler avec celle-ci. Je sais qu'elles sont assez proches en fait. Ces deux images, non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Voilà. C'est une image assez rigolote qu'elle a produite, qui est sur un chapitre. Alors, en l'occurrence, là, ça c'est un des premiers chapitres que je ne veux pas vous dire de bêtises sur le numéro de ce chapitre. Hop. C'est le chapitre 2 qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait courir Sapiens ?» C'est là où on raconte un peu l'expansion de Sapiens dans le monde. On le voit partir d'Afrique, on le voit s'implanter au Proche-Orient, puis on le voit partir en Eurasie, etc. etc., etc. Donc qu'est-ce qui fait courir Sapiens ? En gros, c'est à la fois de décrire, j'espère le plus simplement possible, les certitudes que nous avons sur l'expansion des Sapiens, puis mettre aussi en lumière ce que nous ne savons pas. Et puis après de réfléchir un peu aux motifs, quoi. En gros, qu'est-ce qui a pu les pousser comme ça à se déplacer sur la planète et à prendre autant de place sur la planète. En sachant, ça c'est tout à fait vrai, que grosso modo Sapiens il part d'Afrique, il s'étend en Eurasie aux environs de 50 000 ans, je simplifie un peu, mais grosso modo, il recouvre tout le territoire qui était déjà peuplé par des formes autres d'humanité, cousines, type Néandertal, ou Denisova, par exemple. Et puis une fois qu'il a atteint les contours de l'ancien monde, le voilà qui, ça ne lui suffit pas, et le voilà qui franchit encore de nouveaux caps, et qui part en Australie, qui n'avait jamais été peuplé avant lui, et qui part en Amérique, qui n'avait jamais été peuplé avant lui. Et ça se passe pour faire simple, entre 50 000 et 10 000 ans. D'abord l'Australie, c'est beaucoup plus ancien, l'Amérique c'est plus récent. De manière certaine, à partir de 16 000 ans, 17 000 ans, il y a des peuplements américains. C'est très discuté d'ailleurs comme sujet. Il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs vagues, des vagues plus anciennes, etc. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a 10 000 ans, en gros, les sapiens ont peuplé toute la planète. Sauf le pôle sud, ça d'accord, il y a 10 000 ans, ils l'ont pas atteint, mais même nous aujourd'hui encore, c'est pas vraiment peuplé le pôle sud, enfin on a des bases, mais il n'y a pas non plus un monde fou, et sauf des îles lointaines, on va dire. Quelques îles, même quelques grandes îles, par exemple Madagascar sera peuplé plus tard, vous voyez, il y a quelques îles qui demandent vraiment des navigations de haute mer, qui seront peuplées plus tard, mais grosso modo, tous les continents, et même une bonne partie des îles proches des continents, sont peuplées il y a 10 000 ans. Ça veut dire au passage que les populations actuelles humaines, depuis 10 000 ans, sont les héritières de bassins de peuplement qui se sont fabriqués pendant le Paléolithique, quand bien même il y a eu beaucoup de mouvements par la suite, évidemment. Je reviens en arrière. Là où cette image est là donc pour parler de l'arrivée de Sapiens, vous voyez, là, hop, ça c'est l'ascension de Sapiens, le voilà à la conquête du monde. Puis on voit des types qui descendent, qui seraient plutôt les Néandertaliens. Eux, au contraire, tchouk, ils disparaissent, quoi. Ils sont sur la pente descendante, pendant que les autres sont sur la pente ascendante. Mais dans le livre, on s'amuse un peu à prendre un modèle, à en discuter en tout cas avec Isabelle, parce que ça c'est aussi lié à l'interview avec Isabelle. On dit par exemple, aujourd'hui, si on faisait de la génétique, un peu au hasard, vous prenez 1000 Américains du Nord aujourd'hui, vous faites leur génétique, combien d'entre eux auraient un patrimoine indien ? Sans doute très peu. Enfin, il y en aura un petit peu. Hein. Vous auriez bien un Kevin Costner par là, vous auriez un Johnny Depp, mais je veux dire que je disais parce qu'ils revendiquent leurs ancêtres indiens, à tort ou à raison, j'en sais rien d'ailleurs, mais il y en aurait très très peu. En revanche, quand vous lisez les textes sur la conquête de l'Ouest, fin 18e, début 19e, vous voyez vraiment le tout début, les types parlent jamais tout seuls. Hein. Ils sont toujours avec des Indiens qui leur servent de pisteurs. Et s'ils trouvent des ressources, ils ne meurent pas en chemin d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des Indiens qui s'occupent d'eux. Ils ont des guides indiens. Là où je veux en venir, c'est qu'on a une conquête de l'Amérique du Nord au 17e, 18e, qui ne se comprend pas si on ne met pas les Indiens dans l'équation. Quand bien même aujourd'hui, 200 ans plus tard, on ne les voit plus biologiquement. Vous voyez ou très peu. Vous voyez ce que je veux dire par... Je ne dis pas que j'ai raison de faire cette comparaison. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des collègues nord-américains, ils me disent « t'es fou, il ne faut jamais faire des comparaisons pareilles ». Je dis « d'accord, okay, peut-être ».
De même qu'aujourd'hui, les Indiens, on peut dire, ont un peu disparu. Il reste des réserves indiennes, mais il y en a, voilà, c'est par rapport à... Imaginez comme c'était plusieurs millions de personnes. Hein. C'était des nations indiennes très, très densément peuplées, l'Amérique du Nord. Hein. Ils ont un peu disparu, mais par contre, l'héritage intellectuel, l'héritage culturel, il est très fort. Et il est d'ailleurs, en ce moment, il y a un revival de se réidentifier à ça. Donc il faut mettre à la fois les héritages comportementaux, les héritages biologiques, c'est deux choses bien différentes, et se dire que même des individus qui ont pu être très importants à certains moments peuvent ne pas avoir laissé de traces biologiques 200 ans plus tard. Ça, le phénomène est complexe. C'est ce que cette image essaie de montrer avec Néandertal, un fixeur. Voilà, c'est ça le sous-chapitre qui est illustré par cette image. Et je reviens aux parures, vous avez compris. Donc, aujourd'hui, où on en est, à mon sens, les parures faites par des sapiens africains, on est sûr. Alors, elles sont très intermittentes, il faut dire ce qui est. Pour l'instant, c'est là aussi, je pense qu'il faut distinguer deux phénomènes. Il y a le phénomène de l'invention, d'une certaine façon, d'un comportement. Et puis, un autre phénomène qui est très différent, qui est le phénomène de la généralisation du comportement. Et c'est deux choses, à mon avis, assez différentes. Et le phénomène de généralisation qu'on peut même peut-être lier à un autre phénomène qui est celui de l'irréversibilité. Donc moi, je m'intéresse plutôt d'ailleurs à ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer des êtres humains non parés. Vous êtes tous parés dans cette pièce, voilà, d'une certaine façon, et c'est quelque chose. Et depuis quand en est-il ainsi? Depuis quand se présente-t-on aux autres en étant sociologiquement habillés d'éléments de parure qui nous identifient et qui jouent sur plein de choses, qui jouent sur les codes qu'une société se donne pour distinguer les genres, pour distinguer les religions, pour distinguer tout ce que vous voulez. Voilà. Ou qu'au contraire, qu'on choisit de casser. En disant, ben non, hop, on brouille tout ça et en fait, on ne fait plus de distinction de genre sur la parure, on en fait sur d'autres choses. Très intéressant, hein, bien sûr. Depuis quand en est-il ainsi? On peut dire que depuis 40 000 ans, c'est sûr. Parce que là, depuis 40 000 ans, il suffit de voir tous les sites, on a de la parure partout. Et donc, on voit que là, c'est des gens qui vraiment artificialisent leur rapport aux autres en permanence avec des parures. Avant ça, c'est beaucoup plus intermittent. Ça, c'est la première idée. Mais malgré tout, ça existe. Si on regarde l'Europe avec Néandertal, là, c'est vraiment un sujet actuellement de polémique entre chercheurs. Je vous le dis franchement, hein, c'est qu'il y a certains auteurs qui vous disent oui, j'ai de la parure néandertalienne, c'est sûr. J'ai trouvé en Espagne, par exemple, un coquillage avec des éléments qui font que certainement c'est de la peinture corporelle. On met beaucoup l'accent sur la peinture corporelle. Et ça, moi, ça me pose un peu problème, la peinture corporelle, parce que c'est très compliqué de dire quels sont les... Même si des Néandertaliens se sont mis des colorants sur le corps, ce qui est très vraisemblable, parce qu'on retrouve, par exemple, en Espagne ou en France, des sites, je pense à un collègue, Francesco De Rico, avec des petits blocs d'une matière minérale, en l'occurrence noire, gris-noir, qu'on appelle du manganèse, qui portent des traces qui montrent qu'elle a été frottée sur une matière souple et lisse. Ça peut être de la peau humaine, et il a raison de le dire, je veux tout à fait bien le croire. Mais le fait de se mettre de la peinture sur le corps, est-ce que c'est de la parure corporelle? Alors vous allez me dire, oui, bien sûr. Pas forcément. Encore une fois, là, c'est là il faut faire l'effort de sortir de notre culture. Et même dans notre culture à nous, c'est un exemple que je prends souvent avec les étudiants pour les faire réfléchir à ça. Je dis, par exemple, quand vous êtes à la plage l'été, que vous voyez les gens se mettre de la crème solaire, c'est pas de la parure corporelle. Ils ne sont pas en train de se peindre le corps pour un motif sociologique, quoi. Juste pour pas être comme des vanilles-fraises. Je plaisante en disant ça, vous voyez mais là où je veux en venir, c'est que se mettre de la peinture, se mettre des matériaux sur le corps qui sont colorés, mais que peut-être on s'en fiche qu'ils soient colorés, ça peut être pour plein de raisons, contre les insectes, contre le soleil, contre ceci, contre cela. Ou du camouflage, absolument. Ça peut être plein de motifs qui ne sont pas forcément le motif... Alors, évidemment, si vous avez affaire à des sapiens... qui, eux, de façon pratique, la parure corporelle, tous azimuts depuis 40 000 ans, je suis bien d'accord que ça ne marche pas, mon raisonnement. Parce que, mis à part, bon, là j'ai pris l'exemple un peu extrême de la crème solaire, mais on voit par exemple dans pas mal de populations actuelles africaines, il y a beaucoup de parures faites avec des matières d'oxyde de fer rouge. Et en fait, quand on travaille, les ethnologues travaillent là-dessus, et en fait, il y a plein de motifs qui s'emboîtent. Il y a d'un côté, oui, protection de la peau contre les insectes, contre le soleil, mais aussi, bien sûr, représentation symbolique, notamment la valeur du rouge. En l'occurrence, c'est les femmes qui se mettent en rouge, pas les hommes, etc. Enfin, bon, dans certaines populations. Donc tout ça s'imbrique et c'est très compliqué en fait comme problème. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui sur le Néandertal, il n'y a pas du tout un consensus à mon sens sur le sujet. Certains disent qu'ils ont des éléments qui montrent qu'il y a une manipulation d'objets, des coquillages par exemple. Même si on n'a pas trop de coquillages vraiment perforés associés à Néandertal, ça n'existe pas vraiment, ou des couleurs, notamment la couleur. Ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Mais moi, je vous montre, et j'essaie de moi de ne pas être... vous voyez, j'essaie d'être le plus prudent possible. On peut l'interpréter différemment. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que l'heure... on a encore un petit peu de temps, mais...
Alors, on a fait pas mal de numéros, peut-être qu'il en reste encore un ou deux. Le 7. Très bien, vous voyez, je n'ai pas fait attention. Alors, le 7, par exemple. Ah, le 7. Alors, il n'est pas rigolo. Hein. Enfin, le dessin est rigolo, mais... Voilà. Donc ça, c'est effectivement sur les sépultures, vous en doutez. Hein. Ça s'appelle... D'ailleurs, on a donné un titre pas rigolo au chapitre, on appelait ça « Un pied dans la tombe ». Voilà, donc ça, c'est pas rigolo. Ça raconte effectivement ce phénomène très important. Pour le coup, là, si on cherche le propre de l'homme, d'un point de vue comportemental, mais quand je dis de l'homme, je n'ai pas dit exprès de Sapiens, parce qu'en fait, c'est partagé avec Néandertal. C'est le fait que c'est avec l'homme, au cours du Paléolithique, qu'on a les premiers indices d'une vraie prise de conscience de la mort. Ce qu'on peut dire, là aussi, prenons la fin de l'histoire, toutes les populations humaines actuelles, et ça on le sait depuis, on a tous les éléments le montrent que ça fait très longtemps que c'est ainsi, ont un rapport à la mort, une conscience de la mort. Et d'ailleurs, il va de soi que pour nous, êtres humains, c'est évidemment un problème existentiel que tous les individus à échelle personnelle affrontent et que les sociétés affrontent collectivement aussi, ce rapport à la mort. La question qui est posée aux préhistoriens que nous sommes, les archéologues, c'est depuis quand ? Depuis quand est-ce que les populations humaines ont une forme de conscience de la mort ? Et qu'est-ce qu'on appelle la conscience de la mort d'ailleurs ? Mais en tout cas, depuis quand est-ce que la mort est suffisamment conscientisée pour qu'on développe des pratiques et des rituels qui, pas forcément conjurent la mort, mais en tout cas accompagnent ce rapport à la mort ? C'est très compliqué comme problème, vous en doutez, parce qu'il y a plein de façons de se représenter la mort. Il y a plein de façons même de traiter le corps des défunts qui ne laissent pas de traces archéologiques. Or, nous, archéologues, on est bien obligés de se fonder sur des traces, sinon on dit n'importe quoi. Donc il faut partir de traces. Actuellement, on va dire les éléments tangibles, vraiment tangibles, remontent à peu près 100 000 ans. Grosso modo 100 000 ans, où on a les premiers témoignages, ce qu'on peut vraiment appeler des sépultures. C'est en tout cas une préoccupation du corps du défunt ayant conduit à creuser des fosses, à déposer les corps dans les fosses et les avoir recouverts. En associant parfois des objets qui montrent... Alors là, encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de rituels, ni d'offrandes, ni de... Voilà, mais en tout cas, en associant parfois des objets. Les plus anciennes sépultures qu'on connaisse aujourd'hui, elles sont au Proche-Orient. Elles sont dans des sites de Galilée, voilà, au nord d'Israël, et elles sont datées entre 100 000 et 120 000, et ce sont des sapiens. Mais pas très longtemps après, à l'échelle des temps préhistoriques, vers 80 000 ans, on retrouve en Europe ce type de comportement pratiqué, les mêmes à peu près, enfin, voilà, le même type de comportement pratiqué par des Néandertaliens. Et ça va ensuite perdurer. Pendant toute la durée du Paléolithique, néanmoins, il y a des traitements des corps très différents, manifestement. Il y a ce traitement des corps qui consiste à inhumer, mais il y a aussi beaucoup de pratiques d'anthropophagie. Et d'ailleurs, plus on étudie les restes, plus cette pratique sort dans les registres archéologiques. Mais ça, c'est très compliqué à interpréter. Parce que l'anthropophagie, il n'y a rien de plus complexe à interpréter. Est-ce que c'est des motifs économiques ? Est-ce que c'est des motifs symboliques ? L'anthropophagie peut être une façon de donner une sépulture à un corps à travers son inhumation, à travers sa consommation. Et enfin, on devient le tombeau. Non, mais nous, ça nous choque énormément, et j'espère que ça vous choque d'ailleurs, parce que sinon, il faut rapidement consulter un très bon psychiatre, et puis vous me donnez votre nom, je préviens la police. Mais évidemment, mais dans d'autres cultures, il peut en être ainsi. Donc il faut accepter l'altérité radicale des cultures, qui est que ce rapport à la matérialité du corps est très, très différent d'une culture à l'autre. Bref, donc voilà nous les traces qu'on a, qui sont ce rapport à la mort. Je vais aller un peu plus loin dans ma description, mais j'insiste sur une idée en passant. Ce chapitre, donc, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus quel est le numéro du chapitre. Donc c'est un pied dans la tombe, c'est le chapitre 4. On a fait exprès en fait de le mettre avant la parure et même avant l'art. Et je reconnais que là c'est un point de vue que je défends. On peut ne pas le défendre, hein, mais en tout cas moi je le fais. Je pense que dans les comportements qu'on appelle vraiment les comportements propres à l'homme, au plus haut niveau, il y a une chronologie qui nous apparaît de manière assez intéressante. C'est quand même que cette préoccupation de l'homme vis-à-vis de la mort est quand même première par rapport à d'autres choses qui vont venir après, comme la parure, comme l'art par exemple. Et ça ne me paraît pas inintéressant. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer, pour vous dire la vérité. Hein. Mais en tout cas, le choc existentiel du rapport à la mort est quand même quelque chose d'important. Et là où je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais je propose quand même une piste, c'est que prendre conscience de la mort, est-ce que ce n'est pas aussi essayer par certains côtés, de prendre conscience de l'esprit ?
c'est-à-dire de distinguer ce qui relève de la matière d'un corps de l'esprit. Et je pense que c'est ça qui est très complexe dans ce rapport à la mort. C'est que la plupart des sociétés ont cette distinction qui s'opère entre la matière, dont il faut faire quelque chose, et l'esprit qui animait jusqu'à la mort cette matière, et dont il faut aussi faire quelque chose. Et d'une certaine façon, la mort, c'est bien ce problème. Elle pose en tout cas le problème de la distinction possible, potentielle, ressentie entre le corps et l'esprit. Et en fait, vous comprenez maintenant pourquoi je parlais des parures et des reliques tout à l'heure. Le fait que la relique devient une incarnation de l'esprit et qui dépasse la mort. Comme d'une certaine façon, le langage pictural devient un langage qui s'extériorise du corps et qui survit à son auteur. C'est une façon de créer un esprit indépendant de la finitude des corps. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là. En me posant la question de savoir est-ce que précisément un des éléments clés du grand processus d'évolution comportementale dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure et que maintenant j'abats mes cartes au fur et à mesure, mais c'est le hasard c'est le hasard des images que vous me demandez qui me le fait abattre dans cet ordre-là, qui est que je me pose la question de savoir est-ce que là il n'y a pas une chaîne logique qui serait que la conscience de la mort pose le problème de l'existence d'un esprit immanent, en tout cas un esprit qui existe au-delà du corps, et que partant de là, est-ce qu'il n'y a pas des réponses qui sont apportées à ça en se disant il faut arriver à extérioriser l'esprit du corps et lui donner une existence matérielle, forcément matérielle, pour qu'il reste, mais qui soit indépendante de la finitude du corps. C'est la question que je me pose, et c'est pour ça que je pose la question de la parure, en partie, et je pose la question de l'art. Bon. En disant ça, je sais parfaitement que je ne résous absolument pas l'ensemble du problème. Et je me pose la question pour la préhistoire en tout cas. Voilà. Donc je reviens maintenant vraiment aux sépultures. Donc on a ces sépultures qui apparaissent vers, je vous dis, 100 000 ans. On les voit qui s'égrènent entre 100 000 et 10 000 ans. Un des changements principaux entre les époques anciennes, entre 100 000 et 50 000 ans, 40 000 ans, c'est que quand on a des sépultures, en général, les corps ne sont pas parés, puisqu'il n'y a pas de parure à cette époque-là, sauf quelques cas très rares de sapiens, justement, tiens, au Proche-Orient. On a un cas ou deux, mais c'est très rare, c'est Ascul, ou Sroul, si on veut prononcer plus correctement. À partir de 40 000 ans, alors là, par contre, les corps, en général, sont parés, parce qu'ils sont parés tels que l'être doit l'être. Donc, ils ont des parures. Voilà. Avant ça, qu'est-ce qu'on a? Avant 100 000 ans, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a très très peu de choses. Il y a deux sites qui suscitent beaucoup de discussions. Un site en Afrique du Sud et un site en Espagne, qui sont à peu près contemporains d'ailleurs, qui sont beaucoup plus vieux, ils sont vers 300 000 ans, donc là on est vraiment très très vieux. Et dans les deux cas, ils sont occupés par des formes humaines, biologiquement parlant, différentes de Néandertal et de Sapiens. Le site espagnol, il s'appelle Atapuerca, là il est occupé par des formes très archaïques de Néandertaliens. Voilà, c'est des erectus un peu néandertalisés déjà. Vous voyez, mais enfin, ils sont quand même, c'est avant l'apparition pleinement de Néandertaliens. Quant au site d'Afrique du Sud, il s'appelle Rising Star. Et lui, il est occupé par une population qui, pour l'instant, est mal fixée. C'est l'homme Homo naledi, l'homme de Naledi, qui est une forme d'alter ego, contemporain des Erectus, assez étrange comme petit bonhomme. Je dis petit bonhomme parce qu'ils sont petits, les Naledi. Quand ils ont été trouvés, ces fossiles de l'Anédie à 300 000 ans, ils sont tellement archaïques que le fouilleur a dit ça a au moins 2 millions d'années. Parce qu'en gros, ils sont très proches des Australopithèques. Pour vous dire qu'ils sont vraiment très très anciens. Enfin, en tout cas, ils ont une morphologie très archaïque, c'est ça que je veux dire. Et puis, quand ils ont été datés, finalement, ils n'ont que 300 000 ans. Et en fait, pour l'instant, c'est un vrai mystère. On a du mal à imaginer comment il a pu y avoir du coup toute une évolution qui est passée par les Homo erectus. Et après, vers 300 000 ans, c'est le moment où les Homo erectus deviennent déjà des sapiens dans certaines parties d'Afrique. Et il reste encore, semble-t-il, des populations assez différentes qui sont l'Homo naledi. Donc on va dire, l'Homo naledi, tiens, voie de garage de l'évolution, ça c'est très certain, un peu planqué comme ça dans des coins d'Afrique australe. Sauf que cet Homo naledi, comme cet Homo néandertal archaïque, Erectus évolué comme vous voulez, d'Atapuerca, ils font des drôles de trucs. C'est que dans les deux cas, ils ont stocké des corps humains dans des parties profondes de grottes, en les mettant à l'écart, comme s'il s'agissait d'une forme de... Alors, j'ose pas dire sépulture collective, même si je trouve que là, c'est là où vous voyez, pour vous dire à quel point on est embêté. Si on était dans des phases beaucoup plus récentes, on dirait sépulture collective. Parce que trouver une dizaine de corps à Naledi ou une trentaine de corps à Atapuerca mis dans un coin regroupé, ça fait vraiment pratique funéraire. Là, c'est en gros mis. Sauf que là, c'est il y a 300 000 ans, et en plus, dans les deux cas, c'est par des formes humaines qui sont très très loin de nous. Donc on se pose la question, c'est pas de quelle est la motivation sous-jacente.
Moi, je ne suis pas très éloigné de penser que ça peut être des formes très primitives de rapport à la mort et de conscience des corps, enfin en tout cas voilà, de préoccupation pour le corps des défunts. Auquel cas d'ailleurs ça renvoie à nos discussions précédentes. Si Naledi a fait ça, ça nous montrerait qu'un être qui est pourtant une voie de garage de l'évolution participe quand même de l'essor d'un comportement qui va se généraliser au sein de l'humanité dans son ensemble. Ce qui est intéressant, je trouve, comme dialectique entre l'héritage comportemental et l'héritage biologique. Aucun héritage biologique de Naledi, ça c'est sûr et certain. En revanche, peut-être des formes d'héritage comportementaux auxquelles lui-même aurait contribué. Je reviens à ma discussion précédente, mais c'est pour faire la boucle. Bref, voilà ce qu'on a à 300 000 ans, et c'est tout ce qu'on a pour l'instant pour en parler. Et c'est seulement vers 100 000 ans qu'on a des vraies sépultures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Le livre de François Bon, Sapiens à l'œil nu, est paru aux éditions du CNRS. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dimanche 15 décembre 2019 à la librairie Ombre Blanche.